Dame, bonsoir, merci. Au sommaire de cette édition, le parti CDS Rahama célèbre aujourd'hui le 23e anniversaire de sa création. Quel bilan des actions menées ces 23 dernières années sur l'échiquier politique national? Élément de réponse dans ce journal. De son côté, le parti Rassemblement social-démocrate RSD Gaskia a célébré hier son 10e anniversaire à Maradi. 10 ans, la lutte continue, c'est le thème de cette grande mobilisation. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dounia. Je vous le disais, à l'occasion de la célébration du 23e anniversaire de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama, Lail Abdoulabo a rendu public ce matin une déclaration. Au centre de celle-ci, la situation sociopolitique du pays, mais surtout la crise qui secoue le Parti vert. Lail Abdoulabo salue les efforts de développement entrepris par le président de la République Issoufou Mahamadou et réaffirme sa participation au gouvernement d'union nationale. Le point avec Idi Maman Siraji. Ce samedi 5 janvier 2013 est un jour particulier pour le Parti vert. Entendez par là la Convention démocratique et sociale, ou si vous le préférez tout simplement, la CDS Rahama. Le parti fête son 23e anniversaire sur l'échiquier politique national. Un anniversaire, comme on le sait, marqué par une crise qui secoue le Parti vert, et ce, depuis plus de 2 années. Désormais, au sein du Parti vert, on parle de 2 ailes. L'aile de Mohamed Ousmane, le président du parti, et celle de Abdoulabo, le secrétaire général du parti. C'est cette dernière aile qui a rendu public ce matin une déclaration. Depuis quelques années, le CDS Rahama connaît des turbulences qui portent un coup très dur à son existence même. Lors des élections présidentielles de janvier 2011, notre candidat s'est retrouvé avec un ridicule score individuel de 8% des suffrages exprimés. Aux élections législatives de 2011, seuls 3 députés CDS ont été élus. Aux élections municipales de la même année, le CDS Rahama a totalisé à peine 400 conseillers contre plus de 700 en 2004. Alors, camarades, dans ces conditions, allons-nous accepter sans réagir cette descente aux enfers? Allons-nous continuer à accompagner toujours sans réagir le principal responsable de cette situation? La réponse est sans aucun doute non. Chers camarades, voilà donc les principales raisons de notre mouvement, dont l'objectif premier reste la sauvegarde du parti et son repositionnement normal sur l'échiquier politique national. C'est pour cela que, vous sachant déterminés, je vous demande de poursuivre ce combat pour la résurrection de notre parti. Camarades, les différends qui nous opposent au candidat Mohamed Ousmane nous a contraints à faire recours aux juridictions nationales qui se sont prononcées à 14 reprises. Nous avons gagné à 13 reprises, dont la cassation en dernier ressort. Dans la même déclaration, Lail Abdoulabo, qui avait soutenu le président Issoufou Mahamadou lors des élections présidentielles de 2011, réaffirme son engagement et son soutien à ce dernier. Nous profitons donc de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à la justice de notre pays et prendre le ferme engagement de toujours respecter toute décision judiciaire rendue définitive, contrairement à certains dont
c'est le cadet des soucis. Camarades, la commémoration de cet anniversaire intervient à un moment où le Niger a retrouvé toute sa crédibilité. Camarades, c'est le lieu pour nous de réaffirmer notre appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Et apporter une fois de plus notre soutien sans faille au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Birji Rafini. Les deux ailes, comme on le sait, ont l'obligation de se conformer aux textes régissant le parti politique au Niger, qui leur font obligation de tenir un congrès dans les plus brefs délais. Politique toujours, le Rassemblement social-démocrate RSD Gaskia a célébré hier le 10e anniversaire de sa création à l'arène de lutte traditionnelle de Maradi, un 10e anniversaire qui a rassemblé les militants et militantes du parti. Le compte-rendu est signé Alzomo Seyni Soumela et Abdulkader Ilyassou. L'entrée des leaders est triomphale, la mobilisation est historique, le moment est mémorable. À cette rencontre politique qui marque la célébration du 10e anniversaire du parti Rassemblement social-démocrate RSD Gaskia à l'arène de lutte traditionnelle de Maradi. Une mobilisation de grand jour effectuée par les militantes et militants du RSD Gaskia pour rencontrer leurs leaders et écouter les nouvelles orientations du parti. Ma première pensée devant cette affluence exceptionnelle va aux organisateurs de cet événement. Ma pensée va particulièrement au conseil de ville de Maradi. Conseil de ville qui très tôt nous a fait confiance en confiant la présidence de cette ville à un jeune militant. Un militant de talent, un militant volontariste que vous connaissez et qui aujourd'hui, par son action et appuyé par vous tous, est en train, comme je l'avais dit tantôt, de transformer cette ville. Merci encore, félicitations au président de la ville de Maradi, notre frère Mokhtar Kassou. On lui a fait confiance malgré son jeune âge et il nous démontre, comme on dit, que ce n'est jamais l'âge qui fait la valeur d'un homme. Camarades, il m'est particulièrement agréable d'annoncer parmi les partis amis qui sont venus ici représenter leur formation politique, le ministre Ibrahim Yacouba, le directeur de cabinet du président de la République, et je crois qu'il vient comme émissaire spécial du président de la République. Je voudrais le remercier particulièrement pour sa présence ici, pour avoir fait le déplacement. Il est vrai qu'il est le fils du terroir ici, mais sa présence parmi nous est un symbole et un signal fort qui marque notre amitié, notre alliance et notre soutien que nous avons toujours reçu du président Issoufou Mahamadou. Dans son intervention, le président du comité d'organisation a loué le leadership, la vision et les choix politiques du président national du parti RSD Gaskia, Chefou Amadou. Monsieur le Président, le RSD a 10 ans. 10 ans, c'est presque insignifiant dans la marche d'une organisation comme la nôtre ou dans la construction d'une nation. Mais il est évident que par votre leadership déterminé et visionnaire, vous avez conduit le RSD Gaskia sur le bon chemin, celui de la défense de l'intérêt national et des valeurs démocratiques et républicaines. Ainsi, le monde entier a reconnu votre stature d'homme d'État exceptionnel
à travers la brillante conduite de la première transition démocratique de l'histoire politique de notre pays. Transition ayant débouché sur l'installation des autorités de la Troisième République. Vous avez aussi en 2011, Monsieur le Président, un véritable visionnaire, su conduire le RSD sur la voie de la renaissance autour de son Excellence Issou Mahamadou, élu président de la République. J'ai encore en mémoire vos propos face à la résistance de certains camarades qui n'avaient pas compris l'enjeu d'un tel choix. Je cite, « Un pays, il faut un homme déterminé, visionnaire et cohérent. Je connais Issouf, c'est un homme fidèle, déterminé, sincère et cohérent. Même si nous allons perdre les élections, je préfère que le RSD soit dans l'opposition avec lui. Aujourd'hui, Monsieur le Président, l'histoire vous a donné raison, car le Niger entier, de l'Est à l'Ouest, est en chantier. L'espoir de vivre dignement dans une nation prospère avec toutes les potentialités pour les générations présentes et futures s'est lu sur tous les visages. Et par la détermination sans faille du président de la République, Issou Mahamadou, la marche vers un Niger sûr et émergent d'ici 2021 est irréversible. Inch'Allah. À l'occasion de ce 10e anniversaire, le bureau exécutif national du RSD Gaskia a rendu public une déclaration qui fait la genèse du parti depuis sa création et dans laquelle le RSD Gaskia réaffirme son appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger. Pour le RSD Gaskia, c'est l'intérêt du Niger qui compte. Une raison suffisante pour ne jamais dévier de notre ligne de conduite. C'est ici le lieu de renouveler notre soutien total et indéfectible au président de la République, son Excellence M. Issou Mahamadou, un dirigeant volontariste qui aime son pays et qui effectue des réalisations visibles et tangibles dans tous les domaines de développement. Cette grande mobilisation du RSD Gaskia, qui a pour slogan « 10 ans, la lutte continue », démontre l'ambition des militants et dirigeants du parti à faire du RSD Gaskia un parti d'avenir. En marge de ce meeting, le président Chefou Amadou a rencontré des responsables régionaux du parti. La suite de cette édition, ouverture à Tawa des travaux de la 18e Assemblée générale de l'organisation non gouvernementale Karkara. Objectif de ces assises, faire le bilan des activités de l'ONG et analyser les perspectives pour cette nouvelle année. Nous retrouvons Asmana Amadou. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie d'ouverture de la 18e Assemblée générale de l'ONG Karkara. Après le mot de bienvenue du vice-président du conseil régional, le secrétaire exécutif de cette organisation non gouvernementale, qui a souligné les grands traits de la performance de l'ONG Karkara à 20 ans d'exercice au service de la population nigérienne. En prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le président du conseil d'administration a dressé le bilan des actions de l'ONG. Il a par la suite développé les objectifs de cette rencontre des membres de l'ONG Karkara venus des différentes régions du Niger. Nous voilà réunis pour un exercice d'une portée stratégique que nous devons de conduire ensemble, à savoir nous interroger sur où nous en sommes avec la mise en œuvre de notre programme annuel de travail. Quels sont les progrès réalisés, les contraintes et les difficultés rencontrées, les enseignements et leçons apprises pour que nous devons prendre en compte pour tacler les insuffisances et améliorer nos performances, qui devrait nous permettre aussi de mettre en lumière les défis qui se profilent dans la mise en œuvre de nos actions, les priorités à considérer, les stratégies à adopter et les réalisations qui s'imposent et bien entendu toutes les ressources nécessaires à mettre à la disposition ainsi que les partenariats et synergies à développer. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette Assemblée générale au titre de la région de Tawa, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région, Beka Mohamed, se réjouit des multiples actions de Karkara au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Au vu des réalisations de votre organisation, depuis sa création, je demeure convaincu que l'ONG Karkara continuera encore longtemps à marquer d'une empreinte indélébile
le processus de développement de notre pays. Je puis vous affirmer, une fois de plus, tout le soutien du gouvernement de la 7e République pour vous accompagner dans votre noble entreprise de lutte contre la pauvreté et de recherche permanente du mieux-être des populations nigériennes. Je garde le ferme espoir que des décisions pertinentes pouvant insuffler une nouvelle dynamique à votre organisation sortiront de ces assises que je souhaite très fructueuses. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de la 18e Assemblée générale ordinaire de l'ONG Karkara. Quelles sont les attentes des membres de l'ONG Karkara à travers cet engagement statutaire? La réponse avec Barry Amadou Chefou, secrétaire exécutif de l'ONG. Cette année, nous nous sommes donné l'engagement de tenir cette AG à Tawa, région dans laquelle nous sommes en train de nous installer, où nous avons déjà plusieurs équipes opérationnelles en place, mais aussi pour discuter des problèmes relatifs à l'accompagnement du développement dans notre pays. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui nous avons deux éléments importants. Le PDS qui a été produit par le gouvernement du Niger, mais aussi l'initiative 3N qui est la politique qui est en train de se mettre en place et qui commence à donner des résultats sur le terrain. Donc nous sommes tenus au niveau de l'AG de tenir compte de tous ces éléments de contexte pour établir un plan d'action cohérent avec des activités pertinentes et avec une direction claire qui nous permet vraiment d'évoluer vers des résultats positifs. Au niveau de Karkara, ces discussions se font bien sûr en Assemblée générale, mais aussi elles se font au niveau du conseil d'administration. Durant 2 jours de travaux, les participants venus des différentes régions du Niger vont échanger sur plusieurs communications afin de tacler les insuffisances, améliorer les progrès de l'ONG Karkara au profit de la promotion d'un développement durable. À l'occasion de la célébration de la nouvelle année, la population de la cité de Djamakwai Dosso a dressé le bilan de l'année écoulée au titre de la région. Un bilan globalement positif. Suivez plutôt. Pour vous retracer un peu le bilan de l'année 2013 au titre de la région de Dosso, je crois qu'on peut dire que c'est satisfaisant. Sur le terrain, nous voyons bien que la campagne agricole, bien que ça n'a pas donné, mais avec l'initiative 3N, il y a des potagers un peu partout. Donc, et aussi, au niveau de la ville aussi, toujours il faut parler de la ville parce que c'est là où ça bouge pas mal, parce que nous avons vu le maire a fait de son mieux pour faire un branchement promotionnel d'adduction d'eau potable. Je crois que vraiment c'est très bien. L'année 2013 est dans ces dernières heures. Donc, en tant qu'année, nous pouvons dire que pour l'essentiel, le déroulement s'est bien passé. Il y a quand même des points qui retiennent notre attention, parce que si on regarde le secteur rural, la pluviométrie, donc la pluie est venue, mais quand même il y a des zones qui sont déficitaires. Donc la leçon à tirer, c'est vraiment de prendre à bras le corps tout ce que nous avons comme potentialité au niveau de notre pays. On a constaté que le pays, bon, certes c'est vrai, est en train de progresser un peu, mais il faut un peu d'effort encore un peu plus, ouvrir les portes et légiférer un peu certains textes, les modifier financièrement. Autre aspect de cette édition, l'association des jeunes de Kirkuseuil a organisé ce matin une opération de salubrité dans le quartier Kirkuseuil. Objectif, rendre salubre leur environnement et sensibiliser la population sur les dangers liés au manque d'hygiène. Le compte rendu est signé Omar Hama et Issa Hassan. Initié les derniers dimanches de chaque mois par l'association des jeunes du quartier Kirkuseuil, cette opération de salubrité vise à conscientiser les populations du quartier sur les dangers liés au manque d'hygiène. Chaque mois, nous organisons des activités aussi importantes que des activités de salubrité pour apporter notre contribution
à l'édifice. Pour nous, c'est la meilleure façon de développer et d'apporter notre contribution au développement des différents quartiers qui sont des quartiers déshérités, que vous voyez, qui sont extrêmement sales, des quartiers qui sont abandonnés en termes d'assainissement, en termes d'hygiène. Et donc nous avons initié ce genre d'activité-là à travers notre association et nous nous réunissions chaque fois et nous avons décidé chaque mois, n'est-ce pas, chaque dimanche, le dernier dimanche de chaque mois, d'organiser des activités de ce genre pour nettoyer le quartier, balayer partout dans tous les coins et mobiliser aussi les femmes avec nous, nos mamans, nos soeurs avec nous. Et nous mettons même des griots, nous passons l'information à la mosquée pour que beaucoup de gens se mobilisent et pour que les gens nettoient. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, il faut dépasser le stade de simple dénonciation, de critique. Pour nous, c'est que le développement passe d'abord par la jeunesse. Propriété pour une meilleure santé, l'idée est donc claire. Ces jeunes du quartier Kirkisoy sont déterminés à travailler encore davantage pour l'amélioration de leurs conditions de vie, particulièrement l'hygiène et l'assainissement au niveau de leur quartier. Cette initiative doit être encouragée par les autorités compétentes. C'est aussi un exemple que les jeunes des différents quartiers de Niamey doivent suivre pour accompagner le programme Niamey-Niala. Actualité internationale à présent. Au Bangladesh, ce dimanche, l'élection a été sanglante. 200 bureaux de vote incendiés avec des torches. La police a répliqué, faisant 18 morts au moins. La première ministre est assurée de conserver le pouvoir. Les images. Les cocktails Molotov jetés sur cette école ont détruit le matériel nécessaire au scrutin. Une centaine de bureaux de vote ont été saccagés ou incendiés ici à Bogra, fief de l'opposition nationaliste. Le scrutin a dû être suspendu, le personnel contraint de s'en aller. Nous n'allons pas permettre ce vote tant que la démocratie ne sera pas rétablie. C'est un pays démocratique. Tous ceux qui soutiennent la démocratie doivent s'opposer à ces élections. Le reste du pays n'a pas été épargné par les violences. À Dhaka, la capitale, les forces de l'ordre ont été déployées en masse. Depuis plusieurs semaines, de violents affrontements opposent deux camps, partisans du pouvoir et militants de l'opposition. En jeu, les élections législatives. Le BNP, principal parti d'opposition, a boycotté le scrutin. À sa tête, l'ancienne première ministre Khaleda Zia. Elle a vainement demandé la mise en place d'un gouvernement neutre pour gérer ces élections, avant d'organiser de nombreuses grèves et manifestations à travers tout le pays. Nous voulons que ces élections se terminent au plus vite. Elles ont donné lieu à trop de violence ces derniers mois. Je me sens mal à propos de cette élection unilatérale. Ça aurait été bien si toutes les parties contestaient. Je doute que le résultat va durer longtemps. Aucun suspense concernant les résultats de ces législatives. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, est assurée d'être reconduite. Les candidats de son parti et ses alliés se sont présentés seuls dans plus de la moitié des 300 circonscriptions. Autre fait de l'actualité, en Irak, les autorités préparent une offensive pour reprendre le contrôle de la ville de Fallujah aux mains d'Al-Qaïda. Depuis 24 heures, des représentants de Bagdad négocient avec les tribus locales. Un peu plus à l'ouest, l'armée a bombardé des positions d'Al-Qaïda dans la localité de Ramadi, tuant au moins 25 extrémistes. Les images. Visage caché, lourdement armé, ce groupe d'insurgés contrôle désormais une partie de Ramadi. Le pouvoir central met tout en œuvre pour reprendre le contrôle de cette ville. Il y a une coordination entre l'armée et les combattants tribaux. L'armée leur fournit des armes et tout ce dont ils ont besoin dans leur lutte contre les terroristes. Je crois d'ailleurs que le problème sera résolu dans 1 ou 2 jours. Au cœur de cette bataille, la province d'Al-Anbar, dans l'ouest du pays. Fallujah, une autre grande ville de cette région, est tombée aux mains des djihadistes et de tribus sunnites hostiles au gouvernement. Et de l'aveu même des autorités, Fallujah est aujourd'hui contrôlée par l'État islamique en Irak et au Levant.
une branche d'Al-Qaïda. Isolée, la population est désormais livrée à elle-même. Les blessés dans les combats se comptent par dizaines. La ville est un désastre. Il n'y a pas d'électricité, pas de nourriture et les maisons sont abandonnées. Vous pouvez voir les bombardements et les dégâts. Le Premier ministre Nouri al-Maliki a promis que ses forces ne reculeraient pas et qu'elles chasseraient les insurgés de la province d'Al-Anbar. Les États-Unis et l'Iran ont également annoncé qu'ils étaient prêts à fournir une assistance. 3 jours de deuil national ont été décrétés au Portugal. L'émotion est immense ce dimanche dans le pays. Une très grande star du football portugais s'est éteinte. Eusébio da Silva avait 111 ans. Il avait apporté la gloire à son club, le Benfica Lisbonne, et à son pays au cours des années 60. Les images. Il fêtait ce jour-là ses 70 ans. Eusébio da Silva Ferreira, légende du football portugais. Celui qu'on surnommait la Panthère Noire est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. Le président portugais lui-même lui rend hommage. Tout au long de sa vie, Eusébio a gagné l'affection et l'estime de tous. Il était un sportif d'exception, l'un des meilleurs au monde, et il a tant de fois fait la fierté du Portugal. Originaire du Mozambique, ancienne colonie du Portugal, Eusébio est recruté à 19 ans par le club lisboète Benfica. En 1965, il reçoit le Ballon d'Or et devient le premier joueur noir à obtenir cette distinction. Son ami, ici à ses côtés, évoque son admiration pour son ancien coéquipier. Eusébio était une figure nationale et internationale. C'est un deuil pour le monde entier, car nous avons perdu pas seulement un joueur exceptionnel, mais aussi un homme exceptionnel. Eusébio signe 733 buts au cours de sa carrière. Redoutable attaquant, en 1962, il remporte la Ligue des Champions face au Real Madrid, réputé pourtant invincible. À l'époque, il évoque la différence entre le football d'avant et celui d'aujourd'hui. Ma génération, celle des années 60, le football était un jeu ludique, joué dans le monde entier. Aujourd'hui, je pense que le football n'est rien d'autre qu'une entreprise commerciale. À Lisbonne, face au stade du Benfica, la statue de la star trône en maître et de nombreux fans viennent désormais s'y recueillir. À présent, la partie magazine de cette édition, à l'occasion de la célébration de la journée de la sécurité organisée sur le site de la Somaïr. Le dispositif sécuritaire de la Somaïr a été présenté au public. Objectif visé par ce dispositif, 0 accident sur le site. Le compte-rendu est signé Ramede Alassane, Babale Amazaghi. Très bonne réception et bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Optimiser au maximum la sécurité sur le site de la Somaïr afin d'atteindre l'objectif de 0 accident, tel est le défi que se sont lancés les dirigeants du groupe Arriva à travers le projet Save Together. La célébration de la journée de sécurité sur les installations de la Somaïr à Arlit entre donc dans le cadre de la réalisation de cet objectif. Au cours de cette journée, 7 stands ont été mis en place afin de présenter des exposés et des séances de formation relatifs aux aspects sécuritaires. Ainsi, le personnel de la Somaïr, tout secteur confondu, les sous-traitants et les invités se sont imprégnés de toutes les dispositions et méthodes liées à l'intégrité physique des personnes et à la préservation de leur environnement. Célébrée sous le thème « Vivre et travailler en toute sécurité », la journée sécurité est organisée sur l'ensemble des sites du groupe Arriva à travers le monde. Notre seule et unique ambition est et reste l'atteinte du 0 accident. 0 accident mortel, bien sûr, c'est un prérequis. Tout autre résultat n'est pas acceptable. C'est pourquoi il faut rester mobilisé au quotidien. Et la réalisation de cette journée en est à preuve. Aujourd'hui, cette année, sur l'ensemble des sites du groupe Arriva, partout dans le monde, une journée dédiée à la sécurité a été organisée dans le cadre du projet Save Together, en sécurité tous ensemble. Notre engagement doit aller au-delà du simple respect des règles pour pouvoir vivre et travailler en sécurité. Le directeur d'exploitation de la Somaïr en intervenant s'est dit satisfait des résultats obtenus relativement aux dispositions de sécurité sur le site. À la Somaïr, notre politique et notre activité n'ont aucun impact
sur la sécurité des employés et la santé des populations riveraines. Nous avançons sur ce plan à travers les multiples projets qui sont déployés, les dispositifs qui sont mis en place, la recherche régulière de la conformité réglementaire des activités d'installation. Les résultats sont assez éloquents et nous continuons à évoluer régulièrement dans le cadre de notre projet. Une visite des stands aura permis au directeur général de la Somaïr et ses collaborateurs, aux invités et aux agents Somaïr de s'imprégner avec explication à l'appui de l'impressionnant dispositif devant garantir la santé et la sécurité humaine. Les cadres chargés d'animer les stands ont bien voulu partager avec nous quelques facettes de leur expertise. Donc, ce qui a été institué maintenant avec les procédures de sécurité nouvelles à Somaïr, c'est qu'il y ait d'abord des analyses de risques qui soient fondées sur chaque risque. Vous avez des analyses de risques sur les risques électriques, de l'installation, comment parvenir à contenir ces risques et à les annuler. Vous faites des analyses de risques sur les risques fluides de l'installation, comment ils peuvent soumettre la personne, l'intervenant à danger, et comment faire pour arrêter cela, l'empêcher, prévenir. Et vous avez aussi des risques mécaniques dus aux installations. Donc toutes ces analyses de risques mènent les intervenants et les chefs d'installation à se dire que voilà les solutions et les voies et moyens qu'on peut mettre en place pour arrêter. C'est pour mettre à zéro ces risques. Les EPI qui veut dire équipement de protection individuelle, c'est un équipement que le travailleur doit porter ou bien avoir avec soi. Donc ces équipements le protègent contre certains risques liés à la santé et à la sécurité. Donc, nous avons plusieurs catégories de ces EPI. Nous avons les EPI qui protègent le travailleur contre les chutes d'objets sur la tête, donc la protection sur la tête, qui sont les casques. Okay. Nous avons la protection faciale, les écrans faciaux et les lunettes. En dehors de ça, nous avons aussi la protection des mains. Donc c'est ça, on a les gants. On a enregistré beaucoup d'accidents du homère. Donc certains sont des accidents très graves, des doigts sexuels. Donc pour ce fait, le travailleur doit porter les EPI convenables, relativement à la fonction qu'il est en train d'exercer, donc qui vont le protéger contre les risques liés à sa fonction. En dehors des gants, la protection des mains, nous avons aussi les tenues de travail. Donc il y a plusieurs catégories aussi de tenues de travail. Nous avons les tenues ordinaires, donc les bleus et les kaki, le travail utilise. Aussi il y a les tenues spéciales, telles que les tenues de protection contre les chimiques et les vestes que les soudeurs portent aussi. Lors de ça, nous avons la protection des pieds qui sont les chaussures de sécurité. Il faut dire qu'au niveau de la radioprotection, c'est un cadre réglementaire du Niger, je le rappelle bien. On a la loi nigérienne, le décret 532, qui régit un peu le fonctionnement de la radioprotection d'un lieu, mais également les limites réglementaires. Donc on dit qu'aucun travailleur doit dépasser 20 millisieverts par an. Au niveau donc, de la Somaïr, notre objectif c'est 9 millisieverts. Il faut dire que c'est une mine assez ouverte. Donc ça génère forcément donc, des faibles doses. L'impact qu'on a ici au niveau d'une mine assez ouverte, c'est surtout donc, les poussières. Donc vous voyez que nous avons suffisamment donc, les moyens de lutte contre les poussières, donc, notamment la bataille des poussières, qui est notre principal risque. Les autres qui sont dans le Colorado et puis les gamins, ils sont à des proportions de 20%. Donc tous les dispositifs, tout l'impact qu'on fait, la surveillance dosimétrique qu'on fait au niveau donc, des travailleurs, vous voyez il y a des contrôles d'ambiance, mais il y a également donc, de la dosimétrie, que ce soit individuelle ou bien de fonction, pour assurer justement l'évaluation de cet impact sur les travailleurs. Maintenant, pour ce qui est de la ville d'Arlit, puisque c'est que vous allez poser la question, en fait on a des stations de surveillance de l'environnement. Là également c'est un cadre réglementaire, toujours réglementé par l'État nigérien, qui dit que la population ne doit pas dépasser 1 millisievert en supplément du milieu naturel. Donc là, nous avons des stations un peu réparties sur les environs d'Arlit. Effectivement, la médecine du travail, nous avons abordé un certain nombre de sujets dans le cadre de la sensibilisation sur les standards de sécurité
parmi les mêmes standards comme dans l'alcool, la drogue et puis le tabac. Voilà, c'est ce sujet que nous allons aborder. Donc, dans un premier temps, nous allons faire passer le message aux travailleurs de pourquoi il est nécessaire de faire effectivement la prévention de ces phénomènes dans le milieu du travail, qui du reste sont des réalités. Beaucoup de gens fument, pratiquement le tiers du personnel fume. Les gens prennent ici de l'alcool. Donc, ici, les drogues, c'est vrai que comme les drogues, ce sont des substances qui ne sont pas licites, nous avons des difficultés à appréhender le phénomène. Donc, nous disons d'abord que l'effet d'abord de ces substances-là, c'est un effet direct sur la santé des travailleurs. Donc, nous commençons par leur montrer les effets néfastes, effectivement, de ces substances sur la santé des travailleurs. Pour la sécurité du site, nous avons déjà un dispositif qui est déjà assez important, des forces armées et de vigiles qui sont présents sur le site. Alors, il n'a pas été nécessaire d'augmenter ce dispositif-là, puisque tout se fait à l'intérieur du périmètre. Nous avons également un certain nombre de procédures de surveillance du matériel et nous sommes en train d'évoluer sur un dispositif de vidéosurveillance que je vais vous présenter tout à l'heure, qui nous permet de surveiller en temps réel le site. Effectivement, donc moi mon rôle en fait c'est de veiller sur l'installation, l'ensemble de l'installation somalienne. Donc surtout plus particulièrement les installations à risque. Donc nous sommes là non seulement surveiller, comme je l'ai dit, mais aussi intervenir en cas d'incendie, ou d'accident, ou bien en cas d'émanation de gaz. Impressionné par les explications fournies par les cadres chargés d'animer les stands et diverses autres démonstrations, le directeur général de la Somaïl s'est réjoui des performances réalisées relativement à l'objectif poursuivi de zéro accident. Écoutez, d'abord, c'était tout à fait normal que le directeur général participe à cette journée. Je pense que c'est le premier rôle de la direction générale avec la direction de site que d'être dans une animation permanente pour améliorer et déployer les méthodes de sécurité sur les sites. Personnellement, en plus, je suis issu de la fonction sûreté, santé, sécurité dans le groupe Areva et donc je suis particulièrement sensible à tout ce qui a été développé ici. Je suis très agréablement impressionné par tout ce que j'ai vu. Comme vous l'avez bien relevé, la journée de sécurité entend dans le cadre du projet Safe Together se résume entre autres au point ci-après. La prévention des risques de toute nature, la gestion des situations d'urgence et le traitement des accidents, la réduction des impacts environnementaux notamment radiologiques et la gestion des ressources naturelles en particulier de l'eau pour ne citer que cela. La célébration de la journée de la sécurité est intervenue au moment où les attentats terroristes de mai dernier sont encore dans tous les esprits. Quand bien même, la reconstruction et le redémarrage se sont opérés avec la détermination et le professionnalisme du personnel de la Somaïr.